Bonjour à tous et merci d'être là. Dernier plateau TV de l'AFC. Alors, on va recevoir Monsieur Meyer et moi-même. Bonjour à tous. Et puis, on est heureux de recevoir les deux jeunes, entre guillemets, qui ont déjà un tout petit peu de poil au barbe, c'est bien. Mais il nous en manque encore une. Elle a moins de poil au barbe. Absolument. Alors, Monsieur Kassir Radouane, vous avez assisté à quelle session et qu'est-ce qui vous a accroché vraiment Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette session d'important? Alors oui, effectivement, donc j'ai assisté à la session d'hier. C'était l'après-midi à propos de la gestion des complications de la chirurgie bariatrique. Donc la présentation était très claire, très simple. Le rapport, pareil, c'est un rapport, moi je trouvais qu'il était quand même un peu classique, qui n'a rien rapporté par rapport au rapport de l'année dernière, mais qui reste quand même d'actualité. À voir que la sleeve gastrectomie reste la première chirurgie bariatrique en France. Et donc, vu que ce nombre-là de chirurgie bariatrique augmente forcément et logiquement, le nombre de fistules augmente. Donc la fistule, ça reste la première complication bariatrique. Alors le message clé de ces 4 présentations était que le diagnostic doit être précoce. C'est très important. C'est-à-dire vraiment, moindre suspicion, c'est aller au bloc opératoire. Et le signe clinique clé, c'est la tachycardie. C'est la fréquence cardiaque qui est supérieure à 120 battements par minute. Et bien ça, c'est égal à une fistule jusqu'à preuve du contraire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut y aller systématiquement au bloc opératoire, parce qu'on peut avoir une embolie pulmonaire ou une hémorragie avec une tachycardie. Il faut quand même faire un scanner avec balisage, pas de TOGD. Et si on a un doute, il faut aller au bloc opératoire pour se protéger, surtout de point de vue, certes, hôpital et patient, mais aussi le chirurgien peut avoir des problèmes médico-légaux. Deuxième chose, c'est que justement les jeunes chirurgiens ne sont pas si dangereux que ça. Ce qui disait que le nombre de complications pour les jeunes chirurgiens bariatriques, il était égal, voire inférieur à un chirurgien qui en fait... voilà. Et quand je dis chirurgien bariatrique jeune, c'est le chirurgien qui exerce depuis entre 0 et 5 ans. Donc voilà, donc première chose. Deuxième chose. Et troisième chose, le tabac. Le tabac, maintenant c'est recommandé, c'est obligatoire. Moi je demande en tout cas pour tous mes patients qu'il y ait un sevrage de tabac au moins de 8 semaines. Donc malheureusement, moi ça m'a déjà arrivé d'opérer des gens qui n'ont pas arrêté de fumer, mais on le découvre a posteriori, et puis c'est à ce moment-là, on a des pneumopathies, des embolies pulmonaires, etc. Donc sevrage de tabac de 8 semaines, tachycardie égale fistule jusqu'à preuve du contraire, une gestion très précoce des complications. Et puis là, je pense, voilà, c'était vraiment le message clé de ce rapport. Ouais, ce qui nous rassure, c'est que le risque n'est pas augmenté avec des jeunes chirurgiens. En fait, ça veut dire avec des internes en formation ou des jeunes chefs de clinique qui sont impliqués dans ce traitement chirurgical. Mais c'est vrai, ce que vous dites est très important, ce sont les signes cliniques dominants en cas de complications et pas essayer de tenter des tas d'examens complémentaires, bien évidemment avec une certaine réserve, mais la tachycardie reste l'élément le plus important. C'est vrai que chez l'obèse, l'examen somatique, l'examen clinique reste aléatoire et un peu difficile. Muriel, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche, cette présentation et des réflexions que ça peut susciter? Alors, en message clé, il y a le 120 battements par minute. Ça fait un petit peu up là, mais qu'importe. Scanner, pas scanner, ou bloc d'emblée? Non, quand même, s'il y a une forte suspicion, une grosse douleur, un patient qui n'est pas bien, il faut aller au bloc opératoire, c'est cystoscopie. Mais si on a un doute, il faut quand même faire un scanner avec balisage pour être sûr que cette tachycardie n'est pas tout simplement liée à un hématome ou voire une embolie pulmonaire. Donc embolie pulmonaire, ça peut faire une tachycardie. C'est dommage que le patient a 2 anesthésies générales pour rien. Donc si on a une forte suspicion avec un patient instable, comme toute chirurgie, on y va au bloc opératoire. Mais c'est sur une simple tachycardie, il faut faut mieux faire un scanner. Donc si on fait l'arbre décisionnel, Ouais. chirurgie de l'obésité, Ouais. 120 battements par minute, ça va pas bien, bloc opératoire, stable, scanner avec balisage. En fonction des résultats, soit bloc,
soit traitement médical. Soit traitement endoscopique, justement. Ou traitement endoscopique. D'accord. Voilà. Deuxièmement, le jeune n'est pas plus dangereux que le vieux. Ouais. J'espère que le vieux n'est pas plus dangereux que le jeune non plus. À condition qu'il soit bien formé, bien sûr. Il y a des DU, il y a des formations, des stages, etc. Il faut que ça soit bien formé. Enfin, voilà, une bonne formation. Et troisièmement, est-il important de suivre la qualité de ce que l'on fait? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, ça, c'est vraiment directement, c'est peut-être pas dans la session que vous avez suivie, mais l'importance de s'auto-évaluer pour essayer de corriger les éléments déviants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense effectivement, le petit briefing, etc., c'est très important à la fin de la journée, nous, on a une séance de briefing une fois par semaine, enfin, voilà, pour voir les erreurs qu'il y a eu, etc., pour améliorer notre vie quotidienne et nos horaires, ça c'est clair, c'est important. On peut également conclure et rajouter ce qui vient d'être dit, c'est qu'une scolioscopie exploratrice de contrôle en cas de doute, c'est pas plus morbide. Exactement. Et en tout état de cause, c'est plus rassurant que de ne rien faire et de tergiverser à tenter des opacifications qui de toute façon ne donnera rien. Donc il vaut mieux une scolioscopie explo de plus qu'une scolioscopie de moins. Ça c'est clair. Bon, merci beaucoup. Moi, il faut que j'aille. Merci beaucoup. Alors, j'introduis Johan Renard, président des jeunes et un jour des moins jeunes, j'espère pour lui. Donc, Johan, quelle a été la session à laquelle vous avez assisté? Moi, j'ai assisté à la session de la chirurgie pariétale. C'était l'après-midi sur la place des prothèses biologiques. Alors c'est vrai, la chirurgie pariétale, c'est une pathologie, j'allais presque dire de tous les jours, oui. Du chirurgien. En revanche, la prothèse biologique, c'est pas une prothèse de tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, Johan, de cette session qui est intéressante quand même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous confrontés régulièrement à ces prothèses biologiques dont on peut penser qu'elles ne sont pas cadeaux. Voilà. Exactement. Vous avez à peu près tout résumé en fait. Il y a tout ce qu'on peut dire déjà, de ce que j'ai bien compris de cette séance, c'est qu'il n'y a aucune évidence base médecine sur la chirurgie de paroi, et encore moins sur les prothèses biologiques. C'est une session qui a fait énormément débat. Il y a eu, oui, ça a frité un petit peu entre les chirurgiens dans la salle. Dans la mesure où il n'y a pas d'évidence base médecine, eh bien, chacun essaye de défendre un petit peu sa manière de faire sur l'utilisation des prothèses biologiques. Je retiens surtout deux éléments. Le premier élément, c'est que ils ont beaucoup débattu sur l'absence de classification pour aider un chirurgien à utiliser la prothèse biologique dans la bonne indication. Un consensus paraissait quand même exister sur l'utilisation des prothèses biologiques en milieu septique, donc dès que c'est infecté. Et justement, c'est là le deuxième problème, c'est que la définition du milieu septique n'existe pas vraiment non plus. La classification qui a été utilisée par le professeur Bouillot, qui était président de la séance, c'était l'utilisation de la classification du Ventral Hernia Working Group, c'est un groupe européen. Et même cette classification qui est utilisée par tout le monde, elle est intéressante, est totalement remise en cause, parce qu'elle définit très mal les milieux septiques, des milieux pas septiques, des facteurs de risque d'infection, et certains et la littérature utilise même des prothèses biologiques quand il y a des facteurs de risque, alors qu'on pourrait tout à fait utiliser une prothèse synthétique. Parce que c'est vrai que le côté sceptique, et vous avez raison de le souligner, il n'y a pas de classification là. La vieille classification d'Altmeyer est bien toujours un tout petit peu en vigueur. C'est celle-là qui revient, c'est celle-là qu'il faut utiliser manifestement, on dit les orateurs. Alors, il y a le sceptique, le vrai sceptique, c'est-à-dire là où on est dans le pu, mais il y a le potentiellement sceptique. Alors, ce potentiellement sceptique, c'est-à-dire lors de l'intervention chirurgicale, on crée une lésion lors de la viscérolyse, une lésion de grêle où il y a une contamination lors d'une cholécystectomie concomitante éventuellement à l'intervention chirurgicale. Est-ce que ces prothèses biologiques s'adressent spécifiquement à vraiment la réfection avec du pu, allez, pour être simple, ou la réfection potentiellement septique où l'on peut encore utiliser des prothèses inertes, des prothèses non biologiques? Mais vous venez de mettre le point sur toute la discussion qui nous a pris plus d'une heure. C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'une rupture majeure du caractère de l'asepsie? Qu'est-ce qu'une rupture majeure de l'asepsie lors d'une intervention? Rupture majeure, ça veut dire certainement beaucoup de choses. L'exemple qui a été pris et qui a été débattu, en fait, c'est lorsqu'on a une hernie inguinale étranglée, avec une résection digestive nécessaire. Faut-il ou pas mettre une prothèse biologique, une prothèse synthétique? Faut-il faire fermer et faire éventuellement un 2 temps? Et ça a pris presque toute la session pour répondre à cette question. La moitié de la salle mettent des biologiques ou du 2 temps quand elle n'est pas disponible, parce que la biologique, on n'en a pas toujours sous la main en urgence. L'autre moitié de la salle mettait du synthétique. C'était un peu moi ce que j'aurais fait parmi les orateurs. Donc on n'a pas vraiment de réponse à votre question. Ce qui est certain, c'est que le milieu très infecté, c'est-à-dire l'inondation de matière fécale du champ opératoire, une prothèse infectée en cours, une éviscération septique, il y avait quand même un consensus pour dire qu'il ne faut pas utiliser de prothèse définitive, quoi. Alors, Johan, on parle prothèse biologique. On sait qu'il y a quand même plusieurs types de prothèses biologiques. Est-ce que réticulées, non réticulées, ou puis ces nouvelles prothèses-là que l'on peut mettre en milieu synthétique, enfin bref, il paraît que je ne peux pas citer les noms, est-ce qu'on a un petit peu déterminé la place de chacune, avantages, inconvénients, suivi à long terme, risque de récidive, risque de persistance de sepsis, où c'est qu'on en est? Comment on fait le choix? Alors ça a été peu débattu pendant la session. Plusieurs orateurs ont montré que toutes les prothèses biologiques ne se valent pas, en effet. Mais ça se dit du fait des résultats des quelques séries qu'on a dans la littérature. En fait, elles ne se valent pas peut-être... alors, il y en a un qui disait parce que le process de fabrique est certainement différent, mais de toute façon, c'est du secret industriel, donc on ne saurait pas quelle est la différence entre les différents dermes de porc, dermes de bœuf. Donc certainement qu'elles ne se valent pas toutes parce qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats dans la littérature. Par contre, la place de l'un par rapport à la place de l'autre, il n'y a aucune évidence. Mais ce midi, encore une fois, la littérature est très controversée et elle se contredit souvent entre les différentes prothèses. Donc non, pas de réponse à cette question. Alors comme vous êtes là et que la troisième personne n'est pas encore là, vous êtes encore sur le grill, alors deux questions concernant les prix. Le prix d'une prothèse biologique par rapport aux prothèses classiques dites inertes, c'est combien de fois de plus par rapport aux prothèses classiques? Alors en effet, il y a tous les prix, hein. Parce qu'il y a eu une fourchette. Oui, il y a eu un petit topo sur du médico-économique. Hein. J'ai pas tout compris par rapport à ce topo de parce que je m'y intéresse peu, mais en gros, le meilleur prix d'un séjour d'éventration, c'est 13 000 €. Entre 13 et 18 000 € s'il y en a beaucoup de facteurs de risque et quelques complications, qui est le prix en fin de compte de la prothèse. C'est-à-dire que la prothèse plombera complètement le GHS. Hein, quand on prend la biologique la plus chère, donc évidemment à utiliser avec prudence, peut-être obtenir des financements extérieurs. Il y a eu un petit débat là-dessus puisqu'on a eu un topo sur le médico-économique des prothèses. Deuxième question un peu sensible, on est dans un contexte de religion, de spiritualité, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure, on le sait tous, de prothèses biologiques de porc, de prothèses biologiques bovines. Qu'est-ce qu'il en est pour certaines religions où il y a, si l'on met en place une prothèse biologique de porc, ça peut poser un problème. Est-ce qu'il faut poser la question, voilà le point central, au patient qui va faire l'objet d'un traitement chirurgical avec prothèse biologique, est-ce qu'il faut poser la question idoine qui est celle que je vous pose? Je crois qu'il faut absolument dire à tous les patients qu'on va utiliser une prothèse qui est issue de peau d'un animal, y compris aux musulmans. C'est surtout les musulmans pour la prothèse de porc quand même. Et en fait, ça n'a pas été débattu, mais je le sais, le grand Manitou des musulmans, ça s'appelle comment? Le grand imam de Paris. Mais il y a les végétariens voilà. aussi. Le grand imam de Paris s'était positionné pour la possibilité d'utiliser une prothèse de porc à des fins médicales. Oui. Donc il n'y a pas de souci a priori chez les patients. Mais ça, c'est quelque chose que je savais par ailleurs, ça n'a pas été battu dans la session. Merci. Sandrine n'est pas là, on clôt le... Merci Johan, mais j'ai une petite dernière question, toujours sur les prothèses biologiques en milieu très sceptique.
où il y avait eu un essai sur cicatrisation dirigée, c'est-à-dire VAC, versus mise en place d'une prothèse biologique, et je parle donc sur les milieux stercoraux, voire complètement purulents, en sachant que souvent ces prothèses biologiques se dilatent, elles sont résorbées, il y a plus de 30 à 50% de récidive, voire 70%, plus on attend, plus ça récidive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez là comme message clé? Souvent on dit la prothèse biologique, c'est du milieu purulent ou fécal. Oui, non, faut-il le mettre? On part avec quel message là, à la fin de cette session? Bah, elle n'est pas facile votre question. Dans la mesure où la session n'a pas répondu à la question. Voilà. Donc, alors VAC versus prothèse biologique, j'en ai aucune idée. Hein, je n'ai pas lu là-dessus. Le message clair, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. La première chose qu'il faut dire, c'est que pourquoi pas utiliser une prothèse synthétique définitive, sachant que de nos jours, on est capable, et c'est ce qu'il disait, on est capable de stériliser les prothèses grâce au VAC, on est capable de vaincre une infection de prothèse en face aiguë. La deuxième possibilité, c'est que le 2 temps, on a le droit de le faire, ça marche, il y a du recul, il faut traiter l'infection, se battre pour que l'infection disparaisse, et puis on traitera le patient dans un second temps. On a et la troisième possibilité, c'est celle que moi je fais et j'ai appris en tant que jeune chirurgien, c'est d'utiliser une prothèse biologique lorsqu'elle est disponible, parce qu'on n'en a pas en stock, hein, ou rarement en stock, une prothèse biologique qui quand même a montré une diminution du taux de récidive et la possibilité de traiter en un temps. J'ai vu Sandrine arriver. Oui, Sandrine. On continue un petit peu, d'accord. Bon, vous n'avez pas une petite dernière question? Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai une petite dernière question. De votre point de vue, après avoir assisté à cette session, comment est-ce que vous voyez les perspectives, c'est très clair et c'est très court, les perspectives, le devenir de ces prothèses biologiques au plan de son utilisation? Est-ce qu'il y aura une place ou est-ce que c'est, comme on disait, un grand président de notre République, où ça fait pchit? Ça va faire pchit? Probablement. La bonne réponse, c'est ce que disait le dernier orateur. Les prothèses biologiques, en fin de compte, comme on n'a aucune évidence base médecine, en fait, elles n'ont pas été évaluées vraiment. Qu'on commence déjà à mettre sur le marché de nouveaux produits dont on ne connaît pas la place. Donc on ne connaît pas vraiment la place des biologiques et ces nouveaux produits viennent dans un marché où peut-être ils auront une place. Remplaceront-elles les biologiques? Peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, le panel, les choses ne sont pas encore vraiment évaluées qu'on remplace déjà. Merci, Président. Merci, Johan. C'était très bien. Bonjour Sandrine, ravie de te recevoir sur le cancer du pancréas. On a eu cette belle session mercredi, où l'après-midi, on nous a expliqué que le cancer du pancréas, c'était affaire de gros centres. Où c'est qu'on en est? Qu'est-ce que tu as retenu de cette session de vendredi après-midi, donc qui vient de se clore? Quel message clé veux-tu faire passer? Alors moi, j'étais surtout, effectivement, très intéressée par ce topo sur le rapport volume chirurgical et les résultats oncologiques du cancer. Et je pense que ça va ouvrir la voie aussi à potentiellement d'autres études pour d'autres cancers, avec peut-être également la volonté d'établir maintenant des centres de référence, ce qui risque de rendre les choses un peu compliquées dans les prochaines années pour les petits centres qui ne font pas le volume escompté par l'ARS, si effectivement il devait y avoir une volonté de l'ARS de réguler tout ça. Mais effectivement, les résultats sont... Un premier élément, le volume, c'est quoi? Comment détermine-t-on le seuil? Où faut-il le mettre? Est-ce que cela doit impliquer de fermer, dans ce cas, la descente, ou de déplacer certaines activités? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, mais justement, il y avait deux choses qui étaient comparées. Il y avait le volume chirurgical et puis il y avait les comorbidités des malades aussi. Hein. Il y avait le Charlson. Donc, manifestement, le facteur volume était effacé avec le facteur de morbidité. Donc peut-être qu'il y a des patients à sélectionner effectivement et qui ont plus d'intérêt à aller dans un centre à haut volume que d'autres. Je ne pense pas que ce soit la mort des petits centres, je ne pense pas que ce soit la mort des petits centres et qu'on interdise des petits centres d'opérer, mais peut-être qu'il y a des malades à sélectionner davantage et qui bénéficieraient plus d'avoir l'expérience de centres avec plus
d'expérience en termes de volume. Alors, on a le volume, enfin, on a le facteur pronostic centre, mais il y a le facteur pronostic chirurgien. Aussi. Alors, il y a les deux éléments. On peut être dans un centre à grosse activité et finalement, on peut avoir des chirurgiens dans ce centre qui ont une faible activité. Alors, Tout à est-ce fait. que, je pense que ça intéresse un grand nombre de chirurgiens qui assistent à cette session, est-ce que là également, il y a un ciblage particulier sur, disons, le seuil, puisque le professeur va tenir à en parler, le seuil par chirurgien, le seuil minimal pour permettre effectivement une chirurgie curative optimale. Là, ça va se poser la Est-ce qu'on question a abordé également de la ce problème-là formation aussi, hein. Alors, j'ai pas vraiment eu dans cette session l'impression qu'on avait vraiment insisté sur cette notion-là. C'était avant tout une question de centre. Après, par centre, il y a forcément des chirurgiens qui font effectivement plus de résection que d'autres. Mais il y a aussi quand même le côté formation qu'il ne faut pas négliger et que c'est souvent des centres qui prennent en charge des jeunes chirurgiens en formation et qu'il faut aussi les former. Bon, donc en effet, problème de formation. Chirurgie du pancréas, c'est morbide. On le sait, le taux Oui. est élevé. La morbidité, mortalité, c'est avant tout la fistule. Quel message clé pour l'anastomose ou le montage idéal que tu préconises après DPC? Je crois que c'est encore largement débattu dans la littérature. Je crois que tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord. Drainage de la fistule ou pas drainage de la fistule aussi, c'est encore des questions qui sont débattues. Je crois qu'il y a même des équipes qui ont publié sur le fait qu'il ne fallait pas forcément drainer et puis qui drainent quand même. Donc je crois on a tout lu et en termes de chirurgie pancréatique, de tout ce que j'ai pu lire personnellement, je pense qu'on fait bien ce qu'on fait souvent en fait. Nous, on est plutôt sur centre expert, les jeunes, au final. Hein. Ouais, Nous, c'est bien. on est forcément rassurés d'être dans un centre expert. Et c'est comme ça un peu qu'on a été formés, en définitive, quand même. Hein. On est formé beaucoup dans les CHU, avec des patrons qui font toujours la même chose, en tout cas avec des centres hyper spécialisés. On a un peu envie de reproduire le même système. Hein, c'est ce que... Et je pense que les patients suivent les mêmes orientations. Dernière question importante. On sait que le cancer du pancréas opéré, c'est entre guillemets une catastrophe en termes de pronostic. Est-ce qu'il y a une embellie? Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que l'on peut donner un peu plus d'espoir aux patients qui sont opérés? Alors, il y avait le premier topo de ce matin qui était très intéressant. Effectivement, il avait été dit quelque chose que j'avais trouvé de très, très clair, c'est que les critères de résécabilité, maintenant, c'est pas une notion binaire, c'est pas on résèque ou on résèque pas. Et il y a une place, du coup, pour le traitement probablement néoadjuvant et des études qui sont en cours, notamment sur l'intérêt de la chimiothérapie, de la radiochimiothérapie associée en néoadjuvant, qui pourrait probablement donner de l'espoir à certains patients qui étaient jugés borderline ou irrésécables. La place de la chirurgie, de la célioscopie exploratrice pour un picking ganglionnaire avant d'envisager une DPC aussi, qui est en cours d'évaluation. Enfin, encore pas mal d'études probablement et de progrès qui seront faits plutôt de ce côté-là, plus que sur la technique chirurgicale, je pense d'ailleurs. Merci. Merci Johan. Merci à vous. Merci Sandrine. Merci tout le monde. Je crois que notre émission TVAFC se termine. On peut dire à l'an prochain? À l'an prochain et bravo À à tous les l'année trois. prochaine. Bravo Merci. et vive la jeunesse. Merci.